Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Et un deuxième invité dans ce 8h30 France Info, c'est Jean-François Copé. Bonjour. Bonjour. Maire Les Républicains de Meaux, ancien patron de l'UMP, devenu LR, ancien ministre de Nicolas Sarkozy. Est-ce que, comme Emmanuel Macron, vous craignez la guerre civile en France face au programme des extrêmes ? J'ai une différence avec lui, c'est que moi je considère que c'est la décision qu'il a prise, qui de manière inéluctable ne pouvait que conduire à une accumulation des tensions, à une radicalisation des positions, vu les conditions absolument lamentables dans lesquelles se déroule cette campagne. Nous avons en tout et pour tout 2 semaines pour inviter les Français à choisir le destin de notre pays. Je parle avec gravité de tout ça, parce qu'un président de la République tout seul a pris une décision irresponsable. Mais il dit avoir entendu la colère des Français, il dit aussi que la manière de gouverner doit profondément changer. Vous le croyez ? Ça fait combien de fois qu'il le dit depuis 2017 ? Il n'arrête pas de le dire. Tous les 6 mois, on nous annonce qu'il a compris qu'il fallait changer la manière de gouverner. De toute façon, maintenant, le lait est renversé. Nous sommes tous confrontés à une décision historique pour la France. Et je vois, malheureusement, tous les jours, la montée en puissance des 2 extrêmes. Et nous, qui essayons depuis des années de proposer une politique responsable face à des sujets extraordinairement difficiles, nous avons le plus grand mal à convaincre nos concitoyens que tout ce qui a été fait, et rien n'est parfait, permet de préserver un pays face au désordre du monde. Et justement, Jean-François Copé, les législatives, elles sont cruelles. Oui, parce que le mode de scrutin favorise toujours les 2 ou 3 premiers. Tout se passe comme si LR, aujourd'hui, était déjà quasiment effacé. Les Républicains, d'ailleurs, ont annoncé avoir saisi le Conseil d'État en référé pour être invités au débat de ce soir sur TF1. Il y a Gabriel Attal, Jordan Bardella, Manuel Bompard. Pourquoi insister alors que l'Arcom a déjà refusé de mettre TF1 en demeure ? Bon, écoutez, je ne sais pas, ça c'est la décision des instances du parti. Moi, je crois que le problème, malheureusement, il est même plus là. LR, depuis des années, poursuit sa descente aux enfers compte tenu des choix qui ont été faits. Mais vous savez, toujours. je ne les ai pas approuvés. Pour autant, il y a une minorité, une majorité. J'étais pas majoritaire. Mais vous êtes en train de vous dissoudre, vous aussi ? Mais ça fait un certain temps, vous savez. Mais c'est un autre sujet. Là, tout de suite, je vais vous dire, pardon, mais le problème, il est même plus de savoir ce qu'il en est de la situation des Républicains aujourd'hui, pour une raison simple. Nous avons des candidats des Républicains qui se battent hyper courageusement partout où c'est possible. J'en porte témoignage à Meaux, dans des conditions terribles, parce que nous avons des candidats d'extrême gauche et d'extrême droite qui sont extraordinairement brutaux dans leur comportement, dans leurs propos. Ce que j'entends notamment de l'extrême gauche dans certaines circonscriptions est incroyable. Et puis je suis effaré surtout des programmes que j'entends, aussi bien du Rassemblement national que des mélenchonistes. C'est effarant de voir leur programme en particulier économique. Vous avez beau dénoncer les programmes de chaque parti, on n'arrive pas, à vous définir, à comprendre la spécificité des Républicains. Entre le RN et Renaissance, on a l'impression que vous-même, vous n'arrivez pas à exister. Dans le fond, qu'est-ce qui vous différencie véritablement du RN ? On se rappelle d'Éric Ciotti qui avait dit « pas de différence avec le RN à part notre capacité à gouverner ». C'est pas vrai. Là-dessus, vous dites quoi aux électeurs qui disent il y a quelle différence entre les deux ? Répondre. Quand vous avez le Rassemblement national qui annonce qu'il va baisser la TVA sur les carburants, qu'il va revenir sur la réforme des retraites, qu'il propose plus de 20-25 milliards de dépenses publiques sans jamais proposer une économie. C'est pas avec ça qu'on remet de l'ordre dans les comptes. Quand il ne propose rien sur la lutte contre le trafic de drogue, qui est le premier sujet, c'est le maire de Meaux qui vous le dit, rien sur le trafic de drogue. Il ne va donc pas remettre de l'ordre dans la rue. Lorsqu'il dit que la manière de régler le problème à l'école, c'est d'expérimenter l'uniforme et de virer les élèves qui sont récalcitrants. On le fait déjà. Et c'est pas avec ça qu'on a remis de l'ordre dans l'école, loin s'en faut, ou remettre le vouvoiement. Bon, je suis désolé, ça va pas suffire pour l'ordre à l'école. Et enfin, je suis désolé, sur ces sujets-là, c'est là qu'on voit les énormes différences. Et nous proposons effectivement une politique qui n'a rien à voir avec tout ça. Alors elle est moins spectaculaire, mais elle doit se faire dans la durée. Et ce que j'ai reproché à Emmanuel Macron, c'est que le « en même temps » fait qu'il n'a rien fait pour personne parce qu'il a gouverné au centre. Et quand j'entends Éric Ciotti dire que rien ne le choque dans ce qu'il a vu du programme RN, c'est pas vrai. C'est pas possible que ça ne le choque pas. Il est libéral.
il est libéral. Je le sais en économie. Donc en réalité, il avale son chapeau comme toujours. Il est le premier à le faire, comme tous ceux qui vont s'allier avec le Rassemblement national et qui vont, pour un portefeuille ministériel, pour un poste, pour je ne sais quoi, vont faire croire qu'ils sont d'accord avec des propositions. Mais la question, elle se pose aussi pour Renaissance, parce qu'on a entendu ce qui vous distinguait, y compris d'ailleurs, si j'ai bien compris, sur le régalien avec du Rassemblement national. Mais c'est inefficace. Mais sur l'économie, qu'est-ce qui vous distingue de Renaissance, enfin ensemble? On est rien de spécial. Et pour cause, puisque, écoutez, mais du coup, c'est ce que vous appelez Renaissance, c'est parce que moi je m'y perds, c'est le parti de Macron. C'est le camp présidentiel, ouais. Oui, c'est ça. Non, non, parce que tous ces trucs, c'est des trucs de gens qui savent ce que c'est que la politique. Ils nous ont donné des grandes leçons. Ensemble pour la République, c'est la dénomination du camp présidentiel dans cette législative. Alors, qu'est-ce qui vous... Moi, j'aime bien RPR, UMP, je comprends ce que c'est. Mais le passage de marcheur... L'UMP a changé beaucoup de noms. Non, honnêtement, on est beaucoup plus cohérent là-dessus. On a d'autres défauts, mais pas celui-là. Donc, simplement là-dessus, ce qui nous distingue, ça dépend. Quand Emmanuel Macron fait des mesures de gauche pour plaire aux bobos, on n'est pas d'accord. Quand il fait des mesures de droite qui correspondent à ce qu'on peut souhaiter pour moderniser l'économie, pour attirer par exemple les investisseurs de la tech, quand il s'agit de moderniser notre pays en faisant le choix enfin du nucléaire, on est d'accord. Voilà. Donc on ça est veut effectivement dire, plus d'accord avec cette politique. Il y a une configuration politique, on ne sait pas encore ce qui va sortir des urnes le 7 juillet au soir, mais dans laquelle des élus, les Républicains, peuvent entrer au gouvernement dans une forme de coalition avec ce qui est actuellement la majorité présidentielle. C'est une blague. Mais vous pensez que Macron va gagner là ? Non mais attendez, arrêtez. Le sujet, il n'est pas de savoir si on fait une coalition avec Macron. Le sujet, il est surtout de sauver la France dans une situation qui est catastrophique. Enfin écoutez, vous savez, moi j'ai une petite expérience des campagnes électorales. Celle-ci est la pire que j'ai jamais vécue. Parce que je vois le toboggan infernal. Je vois comment, de part et d'autre, il est acquis, y compris dans les groupes de presse, qu'on va défendre totalement l'extrême gauche ou totalement l'extrême droite. On raconte n'importe quoi. On met sous le tapis les insuffisances évidentes, pour ne pas dire les propositions scandaleuses des deux extrêmes, pour essayer de montrer que tout ça est parfaitement vivable. Alors du côté de l'extrême gauche, on dit qu'il faut empêcher le fascisme. Du côté de l'extrême droite, on dit qu'il faut empêcher le trotskisme. Génial. Mais c'est vraiment tout ce qu'on voulait pas voir. Ça veut dire que là, pour le moment, vous considérez que les jeux sont faits, qu'il y aura une chambre ingouvernable ou une majorité... mais voilà, exactement. Mais la question est de savoir si vous êtes clair. Mais écoutez, on va arrêter de faire de la langue de bois, de raconter n'importe quoi. Aujourd'hui, le sujet, il n'est pas que les macronistes vont prendre la majorité absolue. Ils n'ont même pas été capables de le faire en 2022. Le sujet, il est de dire aux Français, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, essayez de voter pour le maximum de députés LR ou de députés modérés pour éviter que la France se trouve bloquée pour des années. Mais à vous entendre, c'est quasiment déjà fait. Oui. À vous entendre, c'est déjà fait. À vous entendre, c'est déjà fait. C'est pas que c'est déjà fait, c'est que je dis aux Français, jusqu'au dernier jour, posez-vous cette question des conséquences dramatiques de l'arrivée au pouvoir d'un parti extrémiste. C'est quand même, je sais pas, dans ce pays qui est politisé au possible, où les Français connaissent leur histoire, c'est maintenant qu'il faut leur dire attention, le risque est là pour vos enfants. Jean-François Copé, vous aviez dit après le ralliement d'Éric Ciotti au RN, c'est bien, c'est la clarification. Maintenant, on voit qui sont ceux qui veulent aller vers le RN, le Rassemblement national. On est OK. Sauf que quand on entend François-Xavier Bellamy, par exemple, dire qu'il votera Rassemblement national en cas de duel avec la France insoumise au second tour, c'est pas une nouvelle faveur pour le Rassemblement national? Ça y brouille pas davantage les cartes? Ou là où vous dites on est totalement indépendant, non, c'est pas du tout le cas. On voit que vous n'êtes pas tout à fait clair là-dessus. D'abord, j'ai jamais dit à propos d'Éric Ciotti, c'est bien, c'est la clarification. Je ne m'en suis pas du tout réjoui. Il était président des Républicains, il nous a parlé de rien du tout. Nous avons une approche qui est complètement différente. D'ailleurs, on a été unanime à refuser. Mais ça, vous étiez déjà venu le dire. Oui, non, mais d'accord. Mais attendez, il ne faut pas dire c'est bien, c'est la clarification. Je n'ai jamais dit ça. Deuxièmement, j'ai regretté, évidemment, comme tous mes amis, que Bellamy donne cette position avant même le premier tour. Voilà. On verra bien ce qu'il en est dimanche soir et du rapport de force. Moi, je fais jusqu'au bout le pari que nous arrivions tout de même à avoir suffisamment de parlementaires pour empêcher l'irréparable. Voilà, mais face à LFI, vous pourriez dire votez RN? Mais attendez, si vous voulez bien, je vous parlerai de tout ça dimanche soir. Voilà, on va finir le premier tour, puis après on parlera. Hier, sur France Info, il y avait des auditeurs qui interpellaient notamment le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui était à votre place, et qui disaient, nous, on a besoin, pour se décider, de savoir ce que les gens pensent
avant le deuxième tour. Voilà. Donc vous considérez que vous n'avez pas à dévoiler votre décision d'entre deux tours. Que moi je fais campagne pour nos candidats républicains, le cas échéant de la majorité présidentielle, si il n'y a pas de candidat républicain, jusqu'au soir du premier tour. Enfin, bien sûr. Et on verra les rapports de force ensuite. Enfin, je suis désolé, je ne vois pas au nom de quoi on parlerait du deuxième tour avant d'avoir fini le premier. On n'est même pas capable de connaître la photographie au soir du premier tour. Donc on va laisser passer ce premier tour et voir ce qu'il en est. Des candidats LR qui ont été pour 65 circonscriptions, pour la moitié de 65 circonscriptions préservées par le camp présidentiel, puisque pas de candidat de la majorité présidentielle en face. Ce qui fait dire à Éric Ciotti qu'il y a des alliances secrètes entre Renaissance et certains LR. Il a raison ? Il y a des accords, bien sûr. Heureusement. Heureusement qu'il y a un certain nombre d'endroits où on essaie de ne pas diviser nos forces face aux extrêmes. Oui, mais ces candidats, une fois élus, ils vont devoir quelque chose à Emmanuel Macron, du coup. Mais vous croyez que Emmanuel Macron va être créancier de quoi que ce soit là, pour les mois qui viennent? Mais on plaisante ou quoi? La réalité, c'est que c'est plus lui le sujet. Tout le monde l'a bien compris. Mais Emmanuel Macron, il est sorti de l'histoire avec une décision pareille. Le vrai problème, c'est qu'il soit encore garant des institutions, qu'il veuille bien continuer d'être à son poste, pour essayer de faire en sorte que le pire n'arrive pas, le pire du pire n'arrive pas. Voilà, c'est tout ce qu'on peut lui demander à ce stade. Quant à nous, on a bien compris qu'il fallait essayer le mieux possible de sauver les idées que nous défendons, les valeurs qui sont les nôtres. Je le répète, le programme, rien que le programme économique de l'extrême droite comme de l'extrême gauche est fou, délirant. Là où il faut de l'ordre dans les comptes, j'entends des annonces de dépenses publiques dingues que personne ne pourra payer. Personne ne pourra les payer. Puisque vous parlez de l'histoire, il y a un moment d'histoire récente qui revient parfois dans les commentaires. Vous connaissez bien David Cameron qui avait pris l'initiative du référendum sur le Brexit en 2016, qui s'est retourné contre lui. Certains font la comparaison. Est-ce que la France, selon vous, vit un moment Brexit ? Elle vit en tout cas l'erreur que peuvent connaître des chefs de gouvernement ou des chefs d'État prisonniers de leur hubris, qui ne veulent rien entendre et qui sont persuadés qu'ils gagneront à chaque fois. Voilà. La baraka, c'est pas éternel en politique. Et Emmanuel Macron avait magnifiquement gagné pour lui en 2017 dans des conditions de facilité et d'audace que tout le monde lui a reconnu, et il a pensé qu'il avait du coup une assurance vie pour toute sa vie et que les Français continueraient de voter pour lui toute sa vie. Malheureusement, en politique, il peut se trouver que les histoires se terminent mal. Sortie de l'histoire, même en général. Sortie de l'histoire définitive. Comment voulez-vous qu'on puisse ne pas mesurer la folie de cette décision à l'aune de ce qui est en train de se passer ? Bon, enfin, je veux dire, et alors le pire, c'est qu'il continue d'expliquer qu'il avait raison. Mais ça pose la question de son éventuelle démission. À ceci près que maintenant, on va lui demander de faire preuve de responsabilité. Voilà. Et donc, de ne pas démissionner, parce que la gravité de la situation étant ce qu'elle est, il est paradoxalement le seul, au titre de sa fonction, avec le Conseil constitutionnel, à pouvoir éviter le pire. Voilà. Donc, si c'était possible que chacun reprenne un peu ses esprits après cette folle décision, je pense que ce serait bien. Jean-François Copé. Tout ça, on aura l'occasion d'en parler, croyez-moi, après le premier et même le deuxième tour, parce qu'il va falloir tout reconstruire après. Eh bien, on aura l'occasion de vous entendre. Merci Jean-François Copé, maire Les Républicains de Meaux, invité de France Info ce matin. Je vous laisse en compagnie de Salia Braclia pour les informer. Le programme dans quelques minutes. On parlait des programmes. Justement, Jordan Bardella veut supprimer le droit du sol, exclure les binationaux des postes stratégiques. Mais est-ce constitutionnel ? Y aurait-il 2 catégories de Français pour le Rassemblement national ? On en parle dans un instant à Chrono Daily et c'est informé. A tout de suite sur France Info.